On démarre avec le vélo, la moto en fait. Xavier Varnier donc est avec nous. Salut Xavier. Bonjour. Tu étais venu au tout début de Bismart. Il y a 3 ans. Ouais. On lançait ensemble notre aventure. Voilà. C'est ça. Tu m'as porté chance. Non, mais j'en sais rien. J'en sais rien. Et on compare, tu sais, le truc de cours d'école. Est-ce qu'on compare les chiffres d'affaires? Non, on va pas comparer les chiffres d'affaires. Parce que les secteurs sont pas comparables. Donc, vélo made in France, moto made in France. Au départ, donc on va voir pourquoi tu es là. Parce que tu as proclamé sur LinkedIn, d'ailleurs, hein, c'est là que je l'ai vu, que enfin tu avais réussi. Alors on va voir des images de ta moto made in France, à réaliser une moto totalement made in France. Ça, c'est un exploit, Alors, Xavier. presque totalement. Presque totalement. C'est un exploit, oui et non. En fait, je pense que quand on est militant et qu'on a des convictions, finalement, on y arrive. Le tout, c'est de ne pas se mentir, de savoir que ça va nous coûter un petit peu plus cher. C'est la moto qu'on voit là ou c'est un vélo là? Là, c'est un vélo. Oui, c'est un vélo. C'est un vélo qui a une inspiration de moto. Voilà la moto. Voilà. Ouais. Et donc oui, ça peut être un exploit parce qu'on a essayé de casser quelques codes, hein, en fait. Hein. Cette moto qu'on voit, elle est sans permis, alors qu'elle ressemble pas à une vélo sans permis. Elle est électrique, alors qu'elle ressemble à une thermique. En fait, on a pris un peu sans le meilleur. Permis, ça veut dire quelle vitesse? 45 km/h. Bon, on la sort aussi en équivalent 125. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça, d'accord. Mais celle qu'on voit là, c'est une 45 km/h. En fait, l'idée, c'était vraiment, pour tous les gens comme moi qui n'ont pas le permis moto, de pouvoir rouler avec une moto qui ne ressemble pas à une toute petite mini-moto. Ouais, je comprends. Et puis surtout, tous les gens qui font de l'électrique font des lignes futuristes pour bien montrer que c'est électrique. Sauf que, en fait, l'âme d'une moto, même d'une auto, on est plutôt sur les anciennes voitures, celles qui nous ont fait rêver, etc. Et donc, nous, on a essayé plutôt de reprendre les codes de l'ancien, mais avec le moderne. En tout cas, alors, d'accord, mais là, tu me décris un positionnement marketing, alors qu'en fait, dans ta tête, tu avais envie de faire ça. Oui. Mais oui, voilà. Donc, va pas chercher de positionnement. Tu l'as trouvé après, ton positionnement marketing. C'est un peu ça. Ben oui, c'est ça. Tu as envie de faire un bel objet comme ça. En fait, quand tu le sais autant que moi, quand tu es entrepreneur, tu mets tellement de choses de toi, tout le temps. Je parle pas que de l'argent, je parle de ta vie, en fait, au détriment de beaucoup de choses, forcément, que si tu n'as pas tes convictions, si tu te fais pas plaisir et si tu vas pas au bout de tes rêves, tu n'y arrives pas. Moi, c'était mon principe. Ouais. Voilà. Je fais pas ça pour réussir, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Quelle est... Alors, non, mais quand je disais exploit, je disais... Alors, d'abord, ta motivation pour le Made in France, ça m'intéresse, moi, quand même, cette histoire. En fait, comme tu le sais, j'ai plusieurs activités. J'ai notamment une activité où j'ai un événement où je ressemble beaucoup de dirigeants qui viennent de réfléchir à l'entreprise de demain, qui se posent plein de questions, qui ont envie de faire mieux. Et si moi, qui reçoit ces gens-là, qui sont tous brillants, des philosophes, vraiment des entrepreneurs engagés, je ne fais rien, non, ça va pas. Mais comment ça, tu fais rien? Pourquoi c'est si important que ça de faire du Made in France? Je te pose sérieusement la question, Xavier. Alors déjà, je pense que c'est pas que Made in France, c'est pas Asie. Voilà. Pour moi, je fais une grosse différence. Pour moi, déjà, Europe, c'est déjà bien. Et puis, je trouve que les circuits courts, de produire mieux, de produire propre, avec des gens qu'on paye, avec des gens qui se développent. On vit dans un pays, la France, etc. On paie des impôts, etc. Enfin, je sais pas, il y a tout un écosystème qui fait que pour moi, ça a que du sens de faire ça, quoi. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et franchement, je me force pas sur ces convictions. C'est pas du marketing ou du bullshit pire. Mais je comprends. Et ça m'intéresse. Simplement, tu peux avoir, en Allemagne par exemple, on va parler de vélo électrique, tu fais un choix sur Valeo par exemple, moteur français, le moteur le plus célèbre du vélo électrique c'est Bosch. Ouais. Je crois que Bosch fait travailler aujourd'hui ses salariés dans des conditions, enfin c'est une fondation d'ailleurs Bosch, hein, on le sait assez peu, mais dans des conditions qui sont... Tu vois, donc ces valeurs peuvent être défendues ailleurs dans le monde, c'est ça que je veux dire par rapport au Made in France. Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, sur le Bosch, nous on a choisi plutôt la solution Valeo, qui est une solution française, pas seulement parce qu'elle est française, c'est parce que c'était le moteur le plus puissant du marché, parce qu'elle avait une boîte de vitesse automatique comme sur une voiture, et là sur le vélo c'est quand même une sacrée nouveauté, et donc ça avait du sens pour nous, voilà. Et puis aussi parce qu'on est plus sur de l'artisanat industriel que de la vraie industrie. En Allemagne, tu parles de Bosch, effectivement, c'est magnifique ce qu'ils ont, et effectivement, ils payent très bien leurs salariés, c'est une vraie réussite. Moi, je travaille plutôt avec des petites séries, et donc je peux me permettre d'avoir des soudeurs, mais des vrais soudeurs. Moi, je suis pas du tout mécanique. Quand ils me parlent de leur soudure, mais j'ai presque des poils, quoi. Je suis tout à fait. Et voilà, et donc, du coup, ça participe un peu à tout ça. Et nos clients, finalement, n'achètent pas qu'un produit beau, esthétique, tout ce que tu veux, ils achètent aussi une démarche qui va derrière. Et donc en fait, la boucle est un peu bouclée. Tu mets en accord tes envies d'entrepreneur avec une démarche marketing derrière qui se vend bien. Ça veut dire qu'on est obligatoirement, quand même, et c'est quand même un cœur du Made in France, il y avait... le jour où on enregistre cette émission, il y a un papier dans les Échos sur le Made in France victime de l'inflation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà.
Bien sûr. Donc, ça, c'est le problème. Effectivement, ça nous coûte un peu plus cher. Il faut le répercuter, forcément. Je pense qu'on a des marges qui sont moins grandes que la plupart de nos concurrents asiatiques, en tout cas ceux qui ne font que de l'assemblage en France. C'est clair. Donc, du coup, le fait qu'on ait choisi des produits très haut de gamme, avec des beaux composants, voilà, un peu des produits d'exception, on a une clientèle qui a effectivement un pouvoir d'achat. Et à partir du moment où, je pense, on l'assume, ça passe très bien parce que finalement nos clients ils veulent absolument pas acheter le vélo de Monsieur Tout-le-Monde et c'est clairement identifié et puis voilà. On va voir, alors je sais pas si le film va démarrer mais s'il démarre on verra, mais on va voir des images de ton atelier justement et effectivement on a l'impression qu'on est chez LVMH ou chez Chanel quoi, quand on voit les images que tu envoies. C'est ça. Nous on arrive à faire par exemple sur un vélo en fibre de carbone, on en fait un par jour. Un par jour. Là, tu dis ça à Taïwan ou... c'est quoi le problème? C'est quoi? Oui, c'est ça. Mais t'es tout seul pour le faire? C'est ça le... non, il y a quand même une belle petite équipe. Et puis, il y a beaucoup de sous-traitants. En fait, là, ce qui est génial, ce que tu vois derrière dans les images, c'est qu'on a... En fait, on ne savait plus faire en France. Il y avait une... Là, je crois que le gars fait un carter. Je l'ai vu 2-3 fois le film. C'est ça, il fait un carter de... Tu vois le temps que ça peut prendre. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais là, on arrive à faire des cadres 100% carbone fabriqués en France. Ça n'existait plus. Enfin, on avait perdu un peu tout ça. Alors, il a fallu que tu ailles, parce que j'ai 2-3 histoires comme ça qu'on m'a racontées, où il a fallu que l'entrepreneur aille voir l'industriel qu'il avait choisi pour le convaincre que ça allait marcher. Parce qu'au départ, l'industriel, il dit t'es gentil, tes rêves, mais enfin moi, à la fin, il faut que je paye tout le monde. Quoi. Donc, c'est exactement ça. Et nous, on a plutôt choisi des gens qui faisaient des prototypes, en tout cas pas de série, et éventuellement de la pré-série. Et puis on leur a plutôt dit, écoutez, on va grandir ensemble. Donc il y en a qui ont déménagé, qui ont embauché, etc. Et aujourd'hui, ils font de la série. Voilà, pour la première fois, ils font de la série. Ils l'auraient jamais fait tout seuls. Et en fait, on les a soutenus avec un marché qu'on leur a apporté, et puis des convictions qui étaient identiques en fait. Ils en rêvaient, mais ils n'osaient pas le faire. Mais il faut que ce soit du co-investissement, c'est-à-dire qu'il faut que toi, t'es garanti un volume de commandes quand même pour que. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais on n'est pas sur les commandes de l'Asie, ça c'est clair. Non, mais ça veut dire, tu vois, on a démarré ensemble, ça veut dire la masse de risques que tu portes quand même. Ah oui. Tu sais, en fait, moi c'est ma 7e entreprise. L'industrie, c'est ma première. Je peux te dire qu'on m'avait toujours dit, l'industrie, il faut beaucoup de cash, mais c'est rien de le dire. Si tu n'y crois pas et si tu n'as pas des gens derrière, ça ne marche pas. Parce que pour se lancer, c'est juste énorme l'investissement. Et surtout quand tu veux faire français. Ça, c'est sûr. Et investissement, tu as eu, je sais pas. Alors j'ai cassé ma tirelire. J'ai cassé ta tirelire. J'ai cassé ma tirelire. Donc, comme tu dis, 7e entreprise, il y a quelques-unes qui, quand même, j'imagine, ont. Ouais, jamais suffisamment. Et puis en fait, j'ai eu la chance, c'est que j'ai un écosystème d'amis entrepreneurs qui sont tous avec des convictions dans des secteurs complètement différents et surtout pas dans la mobilité. Et quand je leur ai raconté le projet, ils ont dit, moi, ça m'intéresse. Donc en fait, j'ai ouvert le capital dès le départ. En fait, je n'ai pas cherché à avoir 100% départ. J'étais avec un cofondateur, on a le même nombre de parts. Et aujourd'hui, en fait, on est très dilué par rapport aux autres entreprises classiques. Mais par contre, on n'a que des gens qui ont investi pareil. Ils ont cassé un peu leur tirelire parce que le projet leur plaisait. Et c'est génial. Oui, mais ça peut être l'enfer. Parce qu'ils ont tous un avis sur la façon dont il faut gérer la boîte quand même. Je voudrais pas rentrer. Non, parce que c'est une réflexion qu'on a eue nous aussi. Ouais. Et je me suis dit, les gars, alors moi c'est différent, c'est l'information, c'est tout ça machin. Tout le monde a un avis sur l'information. Sur la manière de construire un vélo, peut-être un peu moins. Mais ça peut être compliqué à gérer quand même. Ça peut être compliqué. Ces multiples investisseurs. C'est là où je pense que mon mauvais caractère sert un petit peu. Donc. La moto, le vélo, aujourd'hui, est-ce que tu sens... donc, la moto, c'est tout nouveau. Oui. Parlons du vélo, parce qu'on a eu des chiffres de croissance. C'est pour ça que j'en parle au passé, des chiffres de croissance du marché. Oui, plus 25%, c'était génial. Tous les distributeurs ont acheté jusqu'à 70-80% de plus d'une année à l'autre. Voilà, on les voit là, tes vélos. Donc, c'est les vélos de ville, ça, c'est les vélos urbains, oui, tout à fait. Ils sont très chouettes. Et, discrets. Avec une petite finition, ils sont tous numérotés. Le sujet, c'est que la batterie n'apparaisse pas trop, c'est ça le sujet. En fait, nous, on intègre tout pour le centre de gravité, pour que ça soit super agréable à rouler. Là, on a plus de 100 km d'autonomie sur une seule charge. Si tu regardes l'image en parlant en même temps, ça va poser un problème au micro. Mais j'ai une image là. Tu le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et puis oui, donc c'est des vélos qui sont bien nés, pas que esthétiques. En fait, il y a vraiment, encore une fois, le centre de gravité qui est bas, puisqu'on a tout intégré. La batterie, elle est complètement intégrée. Et puis, il y a des petites touches. Dedans, ce qu'on voit pas aussi, c'est qu'il y a toute une technologie. Donc, la boîte de vitesse automatique, j'en ai parlé, une courroie carbone, donc on n'est plus sur une chaîne qui s'allie, etc., silencieuse et tout. Mais on a aussi une alarme anti-vol 100 décibels, on a plein de choses comme ça, qui sont... Une alarme anti-vol 100 décibels? Oui, parce qu'en fait, la plupart des gens ont peur du vol. Sur le vélo, Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Alors, nous, depuis 4 ans,
on a eu 0 vol de nos vélos. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement différents, je pense, que le jour où tu le voles, tu le mets sur le bon coin le lendemain, c'est plus visible quand même. Ces petites séries, etc. Non, c'est parce qu'ils sont tellement beaux que les gars, en fait, s'en séparent jamais. Alors peut-être qu'on ils les le foutent laisse dans des garages, ils les montent chez eux. Enfin, j'en sais rien. C'est clair. C'est que ceux on a vraiment une logique de personnalisation et tout, donc on a des vélos qui sont souvent uniques. Mais donc le marché. Ah oui, non, mais donc alarme 100 décibels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça prévient. Ça sonne si tu bouges ton vélo. Donc c'est des décibels si ça sonne. Oui, c'est ça. 100 J'avais compris 100 décibels, SANS. Je ne comprenais pas le but de l'alarme 100 décibels. Et donc le marché, alors, en train de retomber sérieusement ? Alors le marché, c'est une catastrophe pour pratiquement tout le monde. Non, mais vraiment. Là, en fait, aujourd'hui, tous les distributeurs de vélos sont en surstock, clairement. Donc en fait, on a loupé, il y a une saison de trop. Donc il y a des constructeurs, mais des constructeurs majeurs qui détruisent des cadres aujourd'hui plutôt que de monter des vélos parce que ça coûterait plus cher de les faire en stock, ou ceux qui ont déjà monté les vélos, qui les laissent en stock. Et en fait, les vélos de 2024 sont les vélos de 2023, en gros. Le temps que tout se calme. Voilà. Mais ça va être très long. Nous, on n'est pas impacté parce qu'on a un système de distribution complètement différent et on est sur un secteur de niche, de très haut de gamme. Pourquoi système de distribution ? Vas-y, raconte-moi ton système de distribution. Alors, en fait, parce que j'allais y venir. Il faut monter aussi le système de distribution. Exactement. En fait, nous, on va là où sont nos clients. Nos clients sont des clients, effectivement, qui ont plutôt entre 40 et 60 en moyenne. Plutôt un bon pouvoir d'achat, qui aiment les beaux objets et qui ne sont pas forcément dans une recherche d'acheter un vélo pour acheter un vélo. Voilà. C'est parce que l'objet leur plaît, parce que c'est l'occasion. Et donc, on est plutôt vendu chez des concessionnaires automobiles, dans des concept stores. Ça, alors. Voilà. Nous, on a presque arrêté tous les magasins de vélos. Voilà. C'est un peu à part. Parce qu'en fait, d'être à côté d'un vélo qui se ressemble avec un autre vélo qui se ressemble, fabriqué en Chine ou je ne sais où, avec des vendeurs qui vendent tous les vélos mais sans univers de marque. Moi, en fait, je me réfère beaucoup à l'industrie automobile. Je trouve que l'industrie automobile, quand tu fais une marque automobile, il y a un univers de marque, un vrai univers de marque. Dans le vélo, ça n'existe pas. Alors, on parle de plein de marques qu'on connaît. Mais tous. Xavier, c'est pas possible. Je peux pas te laisser dire ça. Mais non, mais t'as de formidables vendeurs de vélos aujourd'hui qui sont passionnés par les marques qu'ils vendent, et qui sont capables de t'en donner les différences. Nous, on a vu que c'était pas tout à fait le cas et qu'on avait besoin d'un écrin, on avait besoin d'un service premium, c'est-à-dire que nous, nos vélos, par exemple, les gens l'achètent aussi en direct. Quand on livre un vélo en direct, c'est sur rendez-vous. À domicile. Le vélo, il est entièrement monté, donc suivant le poids, la taille, etc. On a testé les 3-4 premiers kilomètres pour que le frein ne fasse pas de bruit, qu'on n'ait pas à monter les pédales, le guidon. Voilà, on est sur un service premium. Et les concessionnaires automobiles, par exemple, puisqu'on en parlait, on est plutôt sur les concessionnaires automobiles premium, Land Rover, Porsche, Alpine. Ces gens-là, en fait, ont l'habitude de recevoir, d'avoir des clients qui sont un peu exigeants. Donc, par exemple, c'est eux qui font l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, avec la boîte de vitesse automatique, on a des vidanges, par exemple, comme sur une auto. Donc, ils savent le faire. Donc, on prend un rendez-vous avec un entretien, c'est personnalisé, etc. Voilà, on a été un peu plus loin que ce qui était prévu au départ, ça, je l'avoue. Et donc, c'est passionnant. Et donc là, maintenant, 3 ans après 4 ans, ouais. 4 ans après. Ouais. Ouais, chaque année compte. On dit que c'est à partir de 5 ans seulement qu'on sait si le pari est gagné. C'est comme les régimes. Alors, je sais pas il est gagné ou il n'est pas gagné. Je ne sais pas s'il est gagné. Moi, j'ai l'impression qu'il est gagné parce qu'on a trouvé notre marché depuis le début. En fait, on a eu plein de difficultés, comme tout le monde, difficultés pour produire. Donc, c'était la production qui a été un problème pendant un moment. Là, aujourd'hui, on a tout stabilisé et on sait bien faire. On a eu des partenariats industriels qui ont été un peu plus longs que prévu, qui nous ont impacté aussi financièrement. Mais on a toujours eu notre marché, en fait. Donc, pour moi, c'était la prérogative numéro 1. C'était pas impossible de faire autrement. Tu sais quoi ? On n'a même pas encore cité le nom. Et tellement intéressant. Héritage, voilà. Atelier Héritage Bike. Atelier Héritage Bike. Et donc Xavier Varnier qui nous accompagnait. Maintenant, on parle des acheteurs.